Il y a une chose un peu étrange quand on s'arrête 2 secondes pour y réfléchir. Ah oui? Laquelle? Eh bien, tous les jours, notre société entière s'articule autour d'un concept que l'on manipule constamment. Des pièces, des billets, ou même, le plus souvent aujourd'hui, des simples chiffres qui s'affichent sur l'écran d'un téléphone. C'est vrai que c'est omniprésent. On passe notre vie à essayer d'en gagner. Exactement. On en dépense, on s'inquiète d'en manquer, on échange littéralement notre temps de vie et notre énergie contre cette chose. Et pourtant, on s'interroge rarement sur sa nature profonde. Voilà. Si l'on s'arrête 1 seconde pour se poser une question d'apparence très simple, qu'est-ce que c'est, au juste, l'argent? D'où vient cette entité, qu'elle soit physique ou devenue totalement invisible, qui régit la marche du monde? C'est une question vertigineuse en fait. Et très peu de gens prennent vraiment le temps de l'explorer en profondeur. Ce paradoxe est fou. La monnaie, c'est un peu le fluide vital de notre quotidien. La plupart du temps, elle est prise pour acquise. Un peu comme l'air qu'on respire au final. On ne se pose pas la question de la composition chimique de l'air avant d'inspirer. C'est une excellente métaphore. Et de la même manière, on ne s'interroge pas sur l'ingénierie financière, comptable et même politique, qui est extrêmement complexe et qui se cache derrière le simple fait de payer son pain avec une carte bancaire. C'est justement pour dissiper ce brouillard que cette nouvelle immersion sonore se consacre à un ouvrage fondamental. Il s'agit du livre La monnaie et ses mécanismes, de l'économiste Dominique Plion. Un ouvrage de référence, oui. Et attention, l'idée n'est pas du tout d'aborder ce texte comme un manuel d'économie aride. On ne va pas vous assommer avec des formules mathématiques ou des théories inaccessibles. Bien au contraire. Ce livre se présente vraiment comme une clé de lecture pour quiconque s'intéresse au fonctionnement réel de notre monde. C'est une sorte de laissez-passer pour comprendre les rouages invisibles de la société. Une exploration pensée pour ceux qui veulent regarder derrière le rideau de l'économie, de la banque et de la finance. Et le tout sans se heurter à un mur de jargon technique, ce qui est très appréciable. Alors, la problématique centrale soulevée par l'auteur mérite vraiment qu'on s'y arrête un instant. Oui, le débat de fond est passionnant. Il s'agit de savoir si la monnaie n'est, au final, qu'un simple outil économique neutre, une sorte de voile inventée uniquement pour remplacer le troc et faciliter les échanges. Ou si, à l'inverse, il s'agit en réalité de l'institution sociale et politique la plus puissante, la plus complexe et la plus structurante de toute notre histoire humaine. C'est tout l'enjeu de cette discussion. Bon, décortiquons un peu tout ça. Pour vraiment saisir la nature de l'argent aujourd'hui, il faut faire un petit pas de côté. Regardez comment sa forme s'est métamorphosée à travers le temps. On connaît tous la progression classique, bien sûr. Oui, on a commencé par peser des métaux précieux, ensuite on a frappé des pièces pour en garantir le poids et la valeur, puis bien plus tard, on a inventé le billet de banque en papier. Mais ce qui marque vraiment notre époque, ce qui est radicalement nouveau, c'est que la monnaie n'a pratiquement plus de corps physique. L'ouvrage met d'ailleurs en avant une statistique qui donne le vertige, je trouve. Aujourd'hui, 90% de la monnaie moderne est purement scripturale. C'est un chiffre fondamental pour comprendre l'économie contemporaine. 90%. Absolument. 9% seulement de la masse monétaire prend la forme de monnaie manuelle. Donc les pièces et les billets palpables que l'on a dans nos portefeuilles. C'est infime. Les 90% restants n'existent littéralement nulle part sous forme physique. Ce ne sont que des écritures comptables, des lignes de code, de simples impulsions électroniques hébergées dans les gigantesques serveurs des banques. Donc nous sommes passés d'une richesse concrète, que l'on pouvait toucher, peser, entasser dans des coffres, à une richesse qui relève du pur registre informatique. C'est exactement ça. Une abstraction totale. Et ce passage au virtuel ne s'est pas fait du jour au lendemain, on s'en doute. Le livre revient sur un moment charnière du 19e siècle, un immense débat idéologique qui a façonné notre système actuel. Oui, il y avait deux grandes écoles de pensée qui s'affrontaient violemment sur la nature même de la monnaie de papier à l'époque. D'un côté, on avait la vision britannique, le fameux currency principle, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Pour eux, la peur de l'inflation était tellement viscérale qu'ils exigeaient une règle stricte, absolue. Laquelle? Chaque billet imprimé devait correspondre à 100% à une quantité d'or équivalente, stockée bien au chaud dans les coffres de la Banque centrale. Une couverture totale. D'accord. Et de l'autre côté, il y avait la vision française, le banking principle. Voilà. Ce principe défendait une approche beaucoup plus souple, plus pragmatique. L'idée, c'était de permettre aux banques d'émettre plus de billets qu'elles n'avaient d'or en réserve. Ça paraît risqué dit comme ça, non? À première vue, oui. Mais le but était de pouvoir financer le développement économique, d'accompagner la révolution industrielle.
La seule condition, c'était de pouvoir convertir ces billets en or si, et seulement si, on le leur demandait au guichet. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment ce fameux banking principle a fini par gagner la partie sur le long terme, mais en allant encore beaucoup, beaucoup plus loin. Complètement. Pendant très longtemps, on a gardé cette illusion tenace que la monnaie tirait sa valeur d'une marchandise sous-jacente. L'étalon or a structuré les échanges mondiaux pendant des décennies. Même après la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs. Oui, le système de Bretton Woods maintenait un lien indirect avec l'or à travers le dollar américain. Mais la rupture définitive, le vrai point de bascule, s'est produite dans les années 1970. Avec la décision américaine. Exactement. Cela a culminé avec la démonétisation officielle de l'or au niveau international en 1976. À partir de ce moment précis, le lien charnel entre la monnaie et le métal précieux a été totalement et définitivement tranché. C'est là que ça devient intriguant. Si ce n'est plus l'or qui donne sa valeur à un billet de 20 € ou à un chiffre sur un compte en banque, sur quoi repose alors tout le système? L'auteur mentionne les concepts de cours légal et de cours forcé. C'est le cœur du réacteur. C'est là que l'institution politique entre en jeu de manière décisive. Comment ça? Le cours légal, concrètement, cela signifie que l'État impose par la loi à tous les citoyens et à tous les commerçants d'accepter cette monnaie pour régler une dette. On n'a tout simplement pas le droit de la refuser. D'accord. Et le cours forcé? Le cours forcé, c'est la suite logique de l'abandon de l'or. Cela signifie que l'État supprime le droit d'aller au guichet de la banque pour échanger son billet contre du métal précieux. C'est fini. La valeur de la monnaie ne repose donc plus sur une richesse matérielle cachée dans un coffre. Plus du tout. Elle repose uniquement sur un consensus social, sur l'autorité d'un État. C'est fou quand on y pense. Si une personne accepte de travailler un mois entier, de faire des efforts tous les jours, en échange d'une simple ligne de code sur son application bancaire à la fin du mois, C'est uniquement parce qu'elle a la conviction inébranlable que son boulanger, son propriétaire et les impôts accepteront cette même ligne de code demain matin. la monnaie moderne est fiduciaire. Du latin fiducia, oui. Elle est faite à 100% de confiance. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si la monnaie n'est au final qu'une question de confiance et d'écriture comptable, une question se pose naturellement. Qui a le droit d'écrire ces lignes officielles? Voilà. Il y a un mythe extrêmement tenace dans l'esprit collectif à ce sujet. Quand quelqu'un veut emprunter, disons 300 000 € pour acheter un appartement, on a tendance à imaginer que le banquier va puiser dans l'épargne accumulée par les autres clients de la banque. Oui, on s'imagine qu'il prend l'argent du livret A de Madame Martin pour le donner au jeune couple qui achète son premier logement. C'est ça. On voit la banque comme un simple intermédiaire qui déplace des fonds existants d'un coffre à un autre. Sauf que l'ouvrage Assim pulvérise littéralement cette idée reçue. Ah, c'est le mécanisme le plus contre-intuitif qui soit, et pourtant c'est le plus vital de notre économie capitaliste. Comment ça marche, alors? Il est résumé par un adage économique très célèbre dans le milieu. Les crédits font les dépôts. Les crédits font les dépôts, pas l'inverse. Surtout pas l'inverse. Dans la réalité, les banques commerciales ne prêtent absolument pas l'argent qui dort dans leurs coffres ou sur les livrets de leurs épargnants. Mais alors, d'où vient l'argent du prêt immobilier? Quand le contrat de prêt est signé, le banquier inscrit simplement une promesse de remboursement à l'actif de son bilan, et dans la seconde qui suit, il crédite le compte courant du client de 300 000 € à son passif. Juste en tapant sur son clavier. Exactement. Cet argent n'existait nulle part la seconde précédente. La banque vient de créer de la monnaie ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Elle a fabriqué du pouvoir d'achat nouveau par une simple frappe sur un clavier d'ordinateur. C'est quand même magique. Magique, oui, mais très encadré. Justement, ça amène une question évidente. Si les banques privées ont ce pouvoir presque divin de créer de l'argent à partir de rien, qu'est-ce qui les empêche de le faire à l'infini? C'est la question que tout le monde se pose en découvrant ça. Pourquoi ne créent-elles pas des milliards tous les matins pour financer des projets délirants ou s'enrichir indéfiniment? Et surtout, si elles impriment leur propre monnaie scripturale, comment est-il possible qu'une banque fasse faillite? C'est une question cruciale. L'auteur explique que ce pouvoir de création est soumis à des limites très strictes, ce qu'on appelle dans le jargon les fuites. Les fuites, comme une fuite d'eau. C'est un peu l'idée. Quand une banque crée cette monnaie scripturale pour son client, cet argent ne va pas rester sagement dans ses propres livres de compte très longtemps. Non, le client va l'utiliser. Voilà, le client va virer ses 300 000 € pour payer le vendeur de l'appartement. Or, il y a de fortes chances que ce vendeur ait son compte dans une banque concurrente. D'accord. Donc la première banque va devoir transférer cette somme vers la deuxième banque. Tout à fait.
Et j'imagine qu'elle ne peut pas simplement envoyer un email à la banque concurrente en disant Fais-moi confiance, rajoute 300 000 sur le compte de ton client ». Ah non, ça serait trop facile. C'est précisément le cœur du problème. Pour régler les dettes entre elles, les banques commerciales ne peuvent pas utiliser la monnaie scripturale qu'elles fabriquent elles-mêmes. Elles utilisent quoi alors? Elles doivent utiliser une monnaie supérieure, ce qu'on appelle la monnaie centrale, qui est gérée exclusivement par la banque centrale. C'est la monnaie des banques, en quelque sorte. Tout à fait, c'est ça. De plus, si le client décide d'aller retirer une partie de son crédit en billets de banque, là encore, la banque commerciale ne fabrique pas les billets. Elle doit les acheter à la banque centrale en utilisant sa réserve de monnaie centrale. Je vois. Donc, si une banque accorde des crédits de manière frénétique et totalement imprudente, Elle va subir des fuites massives de capitaux vers les autres banques et vers les billets physiques. Ces réserves en monnaie centrale vont fondre comme neige au soleil et elle se retrouvera très vite en cessation de paiement. c'est donc ce mécanisme de compensation interbancaire qui discipline le système et limite la création monétaire. Exactement. Le système s'autorégule de cette manière. L'ouvrage utilise d'ailleurs une métaphore très parlante pour illustrer l'évolution globale de tout cet argent créé. Il compare la masse monétaire totale d'un pays à une immense piscine. Oui, c'est une image très pédagogique. Le flux des nouveaux crédits accordés tous les jours par les banques, c'est le robinet qui fait couler de l'eau nouvelle dans le bassin. L'eau monte. Mais en même temps, chaque fois qu'un particulier ou une entreprise rembourse une mensualité de son prêt, il se passe quoi? C'est l'inverse. Cette monnaie est littéralement détruite. Elle est effacée du bilan de la banque. C'est l'évacuation au fond de la piscine. Création d'un côté, destruction de l'autre. Ce mouvement permanent de création et de destruction, c'est vraiment le pouls de l'économie. Si le rythme des nouveaux crédits est supérieur au rythme des remboursements, le niveau de la piscine monte. La masse monétaire gonfle, Oui, ce qui peut stimuler la croissance, bien sûr, mais aussi provoquer de l'inflation si l'eau déborde. et à l'inverse, en temps de crise, Si les agents économiques ont peur de l'avenir, arrêtent d'emprunter et se concentrent uniquement sur le remboursement de leurs dettes, le niveau de la piscine baisse. La monnaie se raréfie, l'activité freine et cela peut mener tout droit à une récession. cela amène une autre réflexion soulevée dans l'exploration de ce livre. Quand on observe le comportement des gens face à leur argent, il y a un aspect qui semble de prime abord totalement irrationnel. Lequel ? Pourquoi est-ce que l'on conserve autant d'argent sur des comptes courants traditionnels? Mathématiquement parlant, cet argent ne rapporte absolument rien. L'intérêt est de zéro. Et en période d'inflation, il perd même de la valeur chaque jour. Exactement. La logique financière pure, la rationalité absolue, voudrait que l'on place chaque centime pour qu'il génère un rendement. Qu'est-ce qui explique cet attachement viscéral à la monnaie dormante? Pour décrypter ce comportement en apparence irrationnel, le livre s'appuie sur la théorie de John Maynard Keynes, l'un des plus grands économistes du XXe siècle. Et que dit Keynes? Il introduit un concept brillant, la préférence pour la liquidité. Keynes explique que garder de la monnaie sur un compte courant n'est pas du tout irrationnel, car la monnaie possède une caractéristique unique au monde, que n'a aucun autre placement. C'est l'actif le plus liquide par excellence. Absolument. Elle n'a aucun risque de perte de sa valeur faciale du jour au lendemain. 100 € resteront 100 € demain matin. Et surtout, elle est utilisable instantanément. Contrairement à un investissement immobilier, par exemple, où il faut parfois des mois pour trouver un acheteur, passer chez le notaire et récupérer des fonds. Ou même des actions en bourse, dont la valeur peut s'effondrer juste au moment où l'on a un besoin urgent de vendre. C'est très clair. Et Keynes détaille cela, je crois. Oui, il distingue 3 motifs psychologiques pour conserver cette liquidité. Le premier, c'est le motif de transaction. Gérer les dépenses du quotidien, entre 2 salaires, payer ses courses, son loyer. La base, quoi. Ensuite, il y a le motif de précaution. Avoir un matelas de sécurité pour faire face aux coups durs imprévus de la vie. La voiture qui tombe en panne, une chaudière à changer. Et le troisième? C'est le motif de spéculation. Garder de la poudre sèche, de l'argent frais et disponible, pour pouvoir bondir immédiatement sur une opportunité d'investissement si les prix du marché s'effondrent. Donc, le rendement d'un compte courant n'est pas un taux d'intérêt financier. Non, c'est un rendement de sécurité. On paye le prix de l'inflation pour acheter la tranquillité d'esprit et la disponibilité immédiate de notre pouvoir d'achat. C'est un choix très rationnel. Cependant, l'ouvrage souligne avec force que la finance moderne a complètement brouillé cette séparation très nette entre la monnaie dormante et les placements financiers. Ah, ça c'est le grand bouleversement de notre époque. Historiquement, c'était simple. On avait son compte courant, d'un côté, très liquide, et des investissements de long terme, très peu accessibles, de l'autre. Aujourd'hui, l'innovation financière a rendu la frontière complètement poreuse. L'auteur parle d'une mobiliarisation de l'économie. Un terme barbare, mais qui décrit une réalité majeure.
Les épargnants se sont détournés des dépôts classiques pour se diriger vers ce que l'on appelle les OPCVM ou d'autres produits d'assurance vie. Des OPCVM, pour ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas familiers avec le terme. Pour faire simple, un OPCVM est un fonds géant où des milliers d'épargnants mettent leur argent en commun. Des gestionnaires professionnels utilisent ensuite ce pot commun pour acheter des parts d'entreprise ou des dettes d'État sur les marchés financiers. Et ce qui change vraiment la donne pour la personne qui nous écoute au quotidien, c'est que l'interface de son application bancaire lui donne l'illusion que cet argent investi sur les marchés est presque aussi disponible que l'argent de son compte courant. C'est le piège de la technologie, en un sens. En 3 clics sur un smartphone, on peut revendre ses parts de fonds et récupérer l'argent pour payer ses courses le lendemain. Et cette fluidité technologique crée un immense défi pour les autorités. Si des produits financiers complexes sont devenus aussi liquides et utilisables au quotidien que la monnaie elle-même, comment définir exactement ce qui fait partie de la masse monétaire d'un pays? Ça doit être un cauchemar pour les statisticiens. Cette confusion donne des sueurs froides aux statisticiens des banques centrales, oui. Ils ont un mal fou à mesurer la quantité réelle d'argent en circulation à l'instant T, ce qui rend le pilotage de l'économie globale beaucoup plus périlleux. Surtout que l'économie moderne ne se limite pas aux frontières d'un seul pays. L'argent voyage à la vitesse de la lumière, d'un bout à l'autre de la planète. En quelques millisecondes. Le livre consacre une analyse approfondie à cette globalisation financière, où les devises se confrontent sur un marché planétaire permanent. Et dans cet espace mondialisé, les États se heurtent à une réalité mathématique impitoyable. Le fameux triangle des incompatibilités de Mundell. Voilà. Expliquez-nous un peu ce triangle, parce que c'est fascinant. Si l'on relie cela à la vision globale des politiques publiques, ce théorème de Mundell est d'une clarté redoutable. Il démontre qu'un gouvernement face à l'économie mondiale ne peut tout simplement pas obtenir tout ce qu'il désire en même temps. Un gouvernement poursuit généralement 3 grands rêves économiques, c'est ça. Exactement. Rêve numéro 1, avoir une monnaie stable dont le taux de change est fixe par rapport aux autres pays pour sécuriser et faciliter le commerce international. Rêve numéro 2, laisser les capitaux internationaux entrer et sortir librement du pays pour attirer les investisseurs étrangers. Et le 3e rêve? Garder le pouvoir souverain de fixer ses propres taux d'intérêt, sa politique monétaire autonome, pour pouvoir relancer son économie locale quand ça va mal. Et donc Mundell a prouvé qu'il est techniquement impossible d'avoir les 3 en même temps. C'est mathématiquement impossible. Il faut toujours en sacrifier un. Prenons un exemple concret pour bien visualiser la mécanique. Imaginons un pays qui a fixé le cours de sa monnaie et qui laisse les capitaux libres de circuler. Soudain, une crise économique éclate sur son sol. Le gouvernement veut baisser ses taux d'intérêt pour que les entreprises empruntent et relancent la machine. Que se passe-t-il concrètement? C'est le scénario catastrophe classique. Les investisseurs internationaux qui scrutent les écrans voient que les taux d'intérêt de ce pays baissent, donc les placements dans ce pays rapportent moins qu'ailleurs. Logique. Comme les capitaux sont libres de sortir, ces investisseurs retirent massivement leurs milliards en quelques heures pour les placer dans un autre pays plus rémunérateur. Et en faisant ça, ils vendent la monnaie locale. C'est ça. Pour sortir du pays, ils vendent la monnaie locale contre une devise étrangère. Cette vente massive provoque un effondrement immédiat de la valeur de la monnaie sur les marchés. Le gouvernement est alors totalement incapable de maintenir son taux de change fixe face à cette pression. L'un des piliers du triangle s'effondre. Obligatoirement. Il faut choisir. Contrôler les capitaux, renoncer au taux fixe ou abandonner sa politique monétaire autonome. C'est cette impossibilité structurelle qui a précipité la fin de la domination absolue du dollar des années d'après-guerre, pour nous faire basculer vers un système monétaire international beaucoup plus instable. Polycentrique et très volatile, oui. Et c'est précisément dans ce contexte de compétition féroce qu'il faut comprendre un événement majeur pour nous, la création de la monnaie unique européenne. L'euro ne sort pas de nulle part. Non. Face à des marchés financiers globalisés qui peuvent écraser la monnaie d'un pays isolé en quelques jours, l'échelon de l'État-nation classique ne faisait plus le poids. L'euro est né de cette volonté de créer un bloc assez massif, assez lourd pour résister aux tempêtes financières. Quitte à ce que les pays membres acceptent le sacrifice immense et historique d'abandonner leur souveraineté monétaire à une entité supranationale, la Banque centrale européenne. Alors, avec toute cette architecture complexe, qu'est-ce que tout cela signifie au fond pour notre auditeur d'aujourd'hui? Comment les rouages décrits dans cet ouvrage impactent-ils la vie quotidienne de celui ou celle qui, par exemple, demande un prêt pour acheter sa voiture ou qui gère le budget de sa petite entreprise? L'enseignement majeur pour la vie de tous les jours réside dans la compréhension du rôle des banques centrales. C'est-à-dire?
Dans les années 1960 ou 1970, l'État dictait directement aux banques la quantité de crédit qu'elles avaient le droit d'accorder. C'était un système très dirigiste, l'encadrement du crédit. Aujourd'hui, dans un environnement libéralisé, la Banque centrale ne donne plus d'ordre direct de ce type. Elle utilise une autre méthode. Son arme principale, presque son unique levier direct, ce sont les taux d'intérêt directeurs. C'est pour cette raison précise que les marchés boursiers, les journalistes et les commentateurs économiques retiennent littéralement leur souffle dès que la Banque centrale européenne doit faire une annonce sur ses taux, même pour une variation infime de 0,25%. Exactement. Tout le monde a les yeux rivés sur Francfort. Et la subtilité que souligne très bien l'auteur, c'est que cette variation de taux n'est pas qu'un simple ajustement mathématique du coût de l'argent. C'est plus profond que ça. C'est surtout un outil psychologique extrêmement puissant. Un effet d'annonce. En montant ces taux, la Banque centrale envoie un message clair et public. Nous estimons que l'économie est en surchauffe, l'inflation menace notre stabilité, nous voulons que les banques commerciales freinent la distribution de crédit. C'est de la gestion d'anticipation pure. La monnaie moderne, puisqu'elle repose sur la confiance, dépend viscéralement de la psychologie des foules et des humeurs des acteurs économiques. Tout repose sur les anticipations. Une psychologie qui se joue aussi, et c'est très intéressant, à l'échelle individuelle, lors d'un simple rendez-vous avec un conseiller bancaire. Oui, le livre éclaire aussi ces aspects du quotidien. Il explique parfaitement pourquoi une banque exige autant de garanties, de fiches de paie, de caution avant d'accorder un prêt. Ce n'est pas par pure bureaucratie ou pour embêter le client. Non, cela s'explique par un concept économique central, l'asymétrie d'information. Pouvez-vous préciser comment ça s'applique ici ? C'est très simple. Quand une personne demande un crédit, elle connaît parfaitement sa propre situation, ses faiblesses, son sérieux financier réel ou sa véritable intention de rembourser. La banque, en face, l'ignore en grande partie. Elle n'a que des formulaires. C'est ce qu'on appelle le risque d'aléa moral, non ? C'est ça. La banque vit dans l'incertitude. Une fois l'argent créé et transféré sur le compte, l'emprunteur pourrait très bien utiliser les fonds de manière risquée ou disparaître. Donc la banque se protège. Pour compenser ce manque cruel d'informations et l'incertitude liée à l'avenir, la banque facture une prime de risque. Concrètement, un taux d'intérêt plus élevé. Et elle exige des garanties matérielles, comme une hypothèque. Et si l'on prend un peu de hauteur, c'est exactement le même mécanisme fondamental qui régit les immenses marchés financiers mondiaux. La logique est identique, oui. Lorsqu'un État très endetté veut emprunter sur les marchés internationaux, les investisseurs exigent une prime de risque faramineuse pour compenser la probabilité d'un défaut de paiement de cet État. Ce qui, ironiquement, alourdit encore plus la charge de la dette et aggrave la situation. Tout est lié par cette gestion permanente de l'incertitude et de la confiance. C'est la grande force de cette œuvre. En tirant le fil de la création monétaire, Dominique Plion nous fait comprendre toute la trame complexe des relations économiques, depuis le petit prêt à la consommation pour un frigo, jusqu'aux immenses crises des dettes souveraines. Pour synthétiser l'esprit profond de ce travail, sans pour autant en déflorer chaque démonstration technique, bien sûr, il faut garder à l'esprit la nature fondamentalement hybride de la monnaie. Une nature double. C'est ça. D'un côté, c'est un outil privé, générés au quotidien par des banques commerciales privées qui poursuivent un but de rentabilité pour leurs actionnaires. Mais de l'autre côté, Dans son essence même, la monnaie est le bien public par excellence. Elle est le ciment invisible de notre cohésion sociale. Elle produit ce que les économistes nomment des externalités positives. c'est-à-dire que sa valeur augmente avec son usage. Exactement. Plus une monnaie est acceptée et utilisée par un grand nombre d'individus, plus elle acquiert de la valeur et de l'utilité pour chacun des participants au réseau. C'est pour cette raison vitale qu'elle ne peut pas être laissée au seulement du marché libre ou des intérêts privés. Elle a besoin d'un arbitre. Elle nécessite une supervision stricte par une autorité garante, la Banque centrale, sans quoi l'édifice s'effondrerait très rapidement sous le poids des paniques bancaires, des faillites et de la méfiance généralisée. Ce parcours intellectuel démontre que s'intéresser à ces rouages est bien plus qu'une simple leçon théorique d'économie. Pour ceux qui nous écoutent, plonger dans l'intégralité de cet ouvrage est fortement recommandé. C'est un vrai outil citoyen ? C'est se doter d'une boussole indispensable pour reprendre le contrôle de sa propre compréhension de l'actualité. Comprendre qui crée l'argent et comment il circule, c'est comprendre les rapports de force géopolitiques, c'est comprendre les inégalités sociales et finalement la structure même de notre réalité quotidienne. Cela soulève d'ailleurs une question fondamentale pour terminer. Une véritable ouverture vers l'avenir qui résonne avec notre époque. Laquelle ? Le livre aborde les prémices de la révolution technologique dans les paiements.
Si l'on prolonge cette trajectoire de dématérialisation et d'innovation jusqu'à son terme absolu, Imaginons un monde de demain où la monnaie se détacherait totalement de la tutelle des États. oui, une monnaie gérée uniquement par des algorithmes décentralisés, par des réseaux planétaires cryptographiques ou par de gigantesques corporations technologiques privées. Une monnaie évoluant bien au-dessus des frontières physiques et échappant totalement au contrôle des banques centrales. Le vertige total. Que resterait-il alors du pouvoir politique d'une nation dans ces conditions? C'est la grande interrogation. Si l'argent, qui a toujours été le symbole ultime de la souveraineté et le lien de confiance entre des citoyens d'un même pays, devient une simple infrastructure technologique privée et mondialisée, Nos sociétés démocratiques survivront-elles à cette ultime métamorphose de la confiance? C'est une réflexion profonde qui remet en question les fondations mêmes du vivre ensemble. un beau sujet de méditation pour clore ce sujet. Voilà une idée puissante qu'il faudra laisser mûrir tranquillement après cette plongée au cœur de la monnaie. Un grand merci pour ces éclairages passionnants. Merci, c'était un plaisir de partager cette réflexion. À très bientôt pour une nouvelle exploration.